Lorsqu'une personne très empathique et un partenaire à tendance évitante cessent soudainement tout contact, il se produit quelque chose dont on parle rarement. Et contrairement à ce que beaucoup imaginent, la réalité intérieure de chacun est bien plus complexe. On suppose souvent que la personne empathique va s'effondrer, tandis que le partenaire évitant tournerait simplement la page sans difficulté apparente, comme si l'un ressentait tout et que l'autre ne ressentait rien. Pourtant, la psychologie relationnelle raconte une histoire beaucoup plus subtile. Lorsque deux personnes mettent fin à une relation marquée par une forte intensité émotionnelle, elles ne perdent pas seulement une présence des habitudes ou des projets communs. Elles perdent aussi une forme de repère psychologique, cette personne qui, consciemment ou non, participait à leur manière de se percevoir et de comprendre leurs propres réactions. C'est précisément à ce moment que le silence peut devenir révélateur. Durant les premiers jours, les réactions peuvent sembler totalement opposées. Chez une personne très empathique, la rupture du contact peut provoquer un sentiment de vide, une impression de manque et une tendance à repenser constamment aux conversations, aux gestes, au silence et aux moments restés sans explication. Le cerveau cherche naturellement une cohérence lorsqu'une relation se termine sans véritable conclusion émotionnelle. Chez une personne ayant tendance à éviter l'intimité, la distance peut au contraire produire, dans un premier temps, un sentiment de soulagement. La pression émotionnelle diminue. Les demandes relationnelles deviennent moins présentes. Le système nerveux peut avoir l'impression de retrouver davantage d'espace. Mais ce soulagement initial ne signifie pas nécessairement l'absence de sentiments. Il est important de comprendre que l'attachement évitant n'est pas synonyme d'indifférence. Certaines personnes ayant développé des stratégies d'évitement ont appris à gérer l'intensité émotionnelle en prenant leur distance, en rationalisant leurs sentiments ou en se concentrant davantage sur leur autonomie. Ce mécanisme peut avoir des racines anciennes. Dans certaines histoires personnelles, l'enfant a pu grandir dans un environnement où les émotions étaient peu accueillies, rarement exprimées ou associées à la honte, au rejet ou à l'incompréhension. Il peut alors apprendre progressivement qu'il vaut mieux compter sur soi-même, ne pas trop demander et garder une certaine distance lorsqu'une relation devient émotionnellement intense. À l'âge adulte, cette stratégie peut persister, même lorsque le désir de connexion est bien réel. C'est là que la dynamique avec une personne extrêmement sensible aux émotions devient particulièrement complexe. Une personne empathique peut être très attentive aux changements subtils dans une relation. Une modification du ton de voix, une réponse plus courte, une attitude inhabituelle ou un changement dans la disponibilité émotionnelle de son partenaire. Cette sensibilité peut être une véritable qualité lorsqu'elle s'accompagne de limites saines. Mais lorsqu'elle devient excessive, elle peut aussi conduire à une hypervigilance relationnelle. La personne commence alors à analyser chaque détail, à chercher ce qui ne va pas, à anticiper les réactions de l'autre et parfois à porter une responsabilité émotionnelle qui ne lui appartient pas. Face à elle, le partenaire évitant peut vivre cette attention comme une pression supplémentaire. Plus l'un cherche à comprendre et à rétablir la proximité, plus l'autre peut ressentir le besoin de prendre du recul. Plus celui-ci se retire, plus le premier peut ressentir de l'insécurité et chercher des réponses. Un cercle peut alors s'installer. Recherche de proximité, retrait, inquiétude, nouvelle tentative de rapprochement, nouveau retrait. Ce mécanisme n'est pas nécessairement le signe que l'un aime davantage que l'autre. Il peut simplement révéler deux stratégies différentes face à l'insécurité affective.
L'une cherche la sécurité dans la proximité et la clarification. L'autre peut chercher la sécurité dans la distance et le contrôle de son espace personnel. C'est pourquoi la période de silence qui suit une rupture peut être aussi déstabilisante. Pour la personne très empathique, l'absence de contact oblige progressivement à affronter une réalité difficile. Elle ne peut plus utiliser les réactions de l'autre pour savoir si elle est aimée, désirée ou importante. Le silence retire alors un miroir. Et cette perte peut devenir une occasion profonde de revenir vers soi. Au lieu de chercher constamment ce que l'autre pense, il devient possible de se demander qu'est-ce que cette relation faisait ressentir. Quelles limites ont été dépassées? Quels besoins ont été minimisés? Pourquoi a-t-il fallu autant d'efforts pour obtenir une sécurité émotionnelle élémentaire? Ces questions déplacent progressivement l'attention de l'autre vers soi. Pour le partenaire évitant la distance, peut également avoir une fonction psychologique inattendue. Une fois la tension relationnelle retombée, les émotions qui avaient été mises à distance peuvent parfois refaire surface. Sans interaction immédiate, sans discussion à gérer et sans pression extérieure, certains souvenirs peuvent être revisités différemment. Il peut alors apparaître une prise de conscience. La relation n'était peut-être pas seulement une source de pression. Elle représentait aussi une présence, une familiarité, une connexion et parfois un espace dans lequel certaines émotions avaient réellement trouvé leur place. Mais il faut éviter une conclusion trop simpliste. Le retour des émotions ne signifie pas automatiquement que la relation doit reprendre. Le manque n'est pas toujours une preuve de compatibilité. La nostalgie n'est pas toujours une preuve d'amour durable. Et le silence n'est pas nécessairement une stratégie destinée à provoquer une réaction chez l'autre. Il peut simplement être le moment où chacun découvre ce qui se trouvait derrière ses propres mécanismes de protection. C'est souvent là que le véritable travail psychologique commence. La personne empathique peut apprendre à distinguer empathie et responsabilité, compréhension et tolérance excessive, amour et abandon de soi. Le partenaire évitant peut de son côté être amené à reconnaître que préserver son autonomie ne nécessite pas forcément de fuir toute vulnérabilité. Deux personnes peuvent s'aimer sincèrement et pourtant reproduire une dynamique relationnelle qui les épuise. Comprendre cela change complètement la manière de regarder une période de silence. L'objectif n'est pas de déterminer lequel des deux souffre le plus. L'objectif est de comprendre ce que chacun apprend lorsque l'autre n'est plus là pour réguler ses émotions, confirmer sa valeur ou apaiser ses insécurités. Parce qu'au fond, la véritable transformation commence lorsque l'on cesse de chercher dans l'autre le miroir permettant de savoir qui l'on est. Et lorsque ce miroir disparaît, une question beaucoup plus importante apparaît. Qui devient-on lorsque l'on n'a plus besoin que quelqu'un d'autre nous confirme notre propre valeur? La personne ayant tendance à éviter l'intimité peut parfois pour la première fois, depuis longtemps, avoir le sentiment d'être véritablement comprise. La sensibilité émotionnelle de l'autre peut lui sembler profondément rassurante. Quelqu'un semble percevoir ce qu'elle ressent sans qu'elle ait besoin de tout expliquer, sans devoir immédiatement montrer ses fragilités, sans être poussée à dévoiler ce qu'elle garde habituellement à l'intérieur. La personne empathique observe, comprend, accueille et cherche à donner du sens. Cette connexion peut alors devenir particulièrement intense. Deux personnes peuvent avoir l'impression de s'être trouvées précisément parce que leurs besoins émotionnels semblent se compléter. Pourtant, ce qui paraît complémentaire au début
peut progressivement devenir une source de tension si chacun reste enfermé dans son propre mécanisme de protection. Le schéma relationnel devient alors prévisible. L'un cherche davantage de proximité, l'autre prend ses distances. Le premier intensifie ses efforts, le second augmente encore la distance. La personne qui recherche la proximité peut interpréter ce retrait comme une preuve qu'elle n'en fait pas suffisamment. Elle se demande si elle n'a pas assez aimé, assez compris ou assez donné. Alors, elle donne davantage. Elle s'adapte davantage. Elle pardonne davantage. Et parfois, elle commence même à réduire ses propres besoins pour préserver la relation. Mais plus cette proximité devient intense, plus le partenaire qui a tendance à se protéger par la distance peut ressentir une forme de pression. Il se retire alors davantage, ce qui renforce encore l'inquiétude de l'autre. Le cercle se referme. Cette dynamique peut durer des mois, des années, parfois beaucoup plus longtemps, jusqu'au moment où les ressources émotionnelles de l'un ou des deux partenaires arrivent à saturation. Parfois, la personne qui cherche constamment à maintenir le lien finit par s'épuiser. Parfois, celle qui se protège par la distance se sent tellement submergée qu'elle n'arrive plus à gérer la proximité. Et parfois les deux atteignent leurs limites, presque simultanément. C'est souvent à partir de là qu'une période de silence complet commence. Mais il faut comprendre quelque chose d'essentiel. L'absence de contact n'est pas simplement l'absence de messages ou d'appels. C'est aussi une conversation intérieure. Une conversation silencieuse qui se déroule dans l'esprit de chacun avec deux réalités psychologiques qui peuvent être très difficiles à concilier. Commençons par la personne très empathique. Le premier jour sans contact ne ressemble pas forcément à la paix. Ce n'est pas nécessairement un soulagement immédiat. Ce n'est pas toujours la sensation libératrice de quelqu'un qui vient enfin de prendre une décision parfaitement claire. Au début, cela peut plutôt ressembler à une perte de repère. Pendant des mois ou des années, son attention a pu être constamment orientée vers la relation, les changements d'humeur, les messages, les silences, les réponses plus froides, les gestes affectueux, les périodes de retrait. Une partie considérable de son énergie mentale était consacrée à observer et interpréter ces signaux. Puis soudainement, les signaux disparaissent. Il n'y a plus de messages à analyser, plus de réponses à attendre, plus de changements d'attitude à décoder. Le cerveau habitué à rechercher ces informations peut continuer à les chercher même lorsqu'elles ne sont plus disponibles. C'est pourquoi certaines personnes vérifient leur téléphone de manière répétitive après une rupture ou une période de silence. Ce comportement ne signifie pas nécessairement qu'elle manque de volonté. Il peut simplement refléter une habitude émotionnelle profondément installée, attendre un signe qui permettrait de retrouver momentanément un sentiment de sécurité. Les souvenirs peuvent également revenir en boucle. Une conversation est repassée mentalement, puis une autre. Une phrase est analysée sous un nouvel angle. Un silence devient soudainement important. La personne cherche parfois le moment exact où tout aurait basculé. Non pas nécessairement pour se faire souffrir, mais parce que l'esprit humain cherche naturellement une explication lorsqu'une histoire reste inachevée. Il veut comprendre, il veut donner du sens. Et parfois, il veut croire qu'en comprenant parfaitement le passé, il pourra empêcher la même douleur de se reproduire. Puis vient souvent la culpabilité, même lorsque la relation était devenue douloureuse, même lorsque la décision de couper le contact était nécessaire pour retrouver un équilibre, même lorsque c'est la personne elle-même qui a décidé
de prendre ses distances. Elle peut malgré tout se demander « Et si l'autre souffre ? Et s'il avait besoin de moi ? Allez, et si j'avais pu faire quelque chose autrement ?» Chez les personnes particulièrement sensibles aux émotions d'autrui, la souffrance de l'autre peut parfois être vécue comme une responsabilité personnelle. C'est ici qu'une distinction psychologique devient fondamentale. Comprendre la douleur de quelqu'un ne signifie pas devoir la réparer. L'empathie permet de percevoir ce que l'autre traverse. Elle ne signifie pas qu'il faut sacrifier ses propres limites pour empêcher l'autre de ressentir une émotion difficile. Et sous les vérifications répétées du téléphone, les souvenirs, les questions et la culpabilité, une interrogation encore plus profonde peut apparaître. Une question qui touche directement à l'identité. Si je ne suis plus en train de prendre soin de cette personne, qui suis-je ? Pour certaines personnes très empathiques, cette question est particulièrement déstabilisante. Elles ont parfois appris très tôt à être attentives aux besoins des autres, à apaiser les tensions, à comprendre les émotions, avant même que celles-ci soient exprimées. Elles deviennent celles vers qui l'on se tourne, celles qui écoutent, celles qui comprennent, celles qui pardonnent, celles qui restent lorsque les autres partent. Avec le temps, être indispensable peut finir par se confondre avec le sentiment d'avoir de la valeur. Et lorsque la relation disparaît, ce rôle disparaît lui aussi. C'est alors qu'un vide peut apparaître. Non pas parce que la personne est faible, mais parce qu'elle doit soudainement apprendre à exister sans être constamment mobilisée par les besoins émotionnels de quelqu'un d'autre. C'est une étape difficile, mais elle peut devenir profondément transformatrice. Car la véritable guérison ne consiste pas à devenir moins sensible. Elle consiste à apprendre à rester sensible sans se perdre dans les émotions des autres, à comprendre sans porter, à aimer sans se sacrifier, à écouter sans devenir responsable, et surtout à découvrir que sa valeur ne dépend pas de la quantité de personnes qu'elle parvient à sauver, rassurer ou maintenir auprès d'elle. Lorsque ce changement commence à s'installer, le silence cesse progressivement d'être uniquement une absence. Il devient un espace dans lequel une personne peut enfin entendre ses propres besoins, ses propres limites et ses propres aspirations sans que la réaction de quelqu'un d'autre ne détermine constamment ce qu'elle ressent d'elle-même. Et c'est souvent à cet endroit précis que le véritable changement commence. Passons maintenant à ce qui peut se produire du côté du partenaire ayant tendance à éviter la proximité dès le premier jour. Au début, une forme de soulagement peut apparaître, et ce soulagement peut lui-même provoquer de la culpabilité. Mais ressentir de la culpabilité signifie devoir rester en contact avec une émotion inconfortable. Or, lorsqu'une personne a appris à gérer les émotions intenses en prenant de la distance, elle peut avoir tendance à repousser rapidement ce malaise. Pourtant, le soulagement initial peut être bien réel. La pression relationnelle diminue. Il n'y a plus cette impression constante de devoir répondre à des attentes émotionnelles auxquelles on ne sait pas toujours comment répondre. Il n'y a plus cette culpabilité de ne pas parvenir à satisfaire les besoins affectifs de l'autre. Et surtout, il n'y a plus cette sensation parfois déstabilisante d'être observé avec une grande précision par quelqu'un qui semble percevoir des aspects de soi que l'on préfère habituellement garder privés. Pendant les premiers jours, voire les premières semaines, la personne peut donc avoir sincèrement l'impression d'aller parfaitement bien. Elle continue sa vie. Elle travaille davantage. Elle fait davantage de sport. Elle retrouve d'anciens amis. Elle commence un nouveau projet.
Elle organise ses journées avec une efficacité remarquable. Cette activité permanente peut avoir une fonction psychologique précise, éviter de rester trop longtemps face au vide intérieur. Tant qu'il y a quelque chose à faire, il y a moins d'espace pour ressentir. Et pendant un certain temps, cette stratégie peut fonctionner. Mais après quelques semaines, quelque chose peut progressivement changer. Le silence commence à prendre une autre dimension. Ce n'est plus simplement la tranquillité agréable d'une personne qui apprécie son indépendance. Le silence peut devenir plus creux, plus perceptible. Parfois, ce changement survient dans des moments extrêmement ordinaires. Une situation amusante se présente. Une chanson rappelle un souvenir. Une journée particulièrement difficile se termine. Et pendant une fraction de seconde, le premier réflexe consiste à vouloir raconter cette chose à l'ancien partenaire. Puis la réalité revient. Cette personne n'est plus là. Ce petit instant peut sembler insignifiant, mais il révèle parfois quelque chose d'important. Certaines relations deviennent tellement intégrées aux habitudes quotidiennes que leur absence ne se remarque pas seulement dans les grands événements, mais dans les petits moments où l'on avait naturellement envie de partager quelque chose. Face à cette sensation, une stratégie défensive peut réapparaître, minimiser, rationaliser, relativiser. La personne peut se répéter « c'est mieux ainsi ». Cette relation était trop compliquée. Il y avait trop d'attentes. Cette proximité devenait étouffante. Ces pensées peuvent contenir une part de vérité. Une relation peut effectivement avoir été déséquilibrée ou épuisante. Mais lorsqu'une personne utilise systématiquement la rationalisation pour éviter toute confrontation avec ses émotions, elle risque de transformer une explication en mécanisme d'évitement. Et cette stratégie demande de l'énergie, car repousser continuellement une émotion ne la fait pas nécessairement disparaître. Elle peut simplement changer de forme. C'est l'un des points essentiels à comprendre dans la régulation émotionnelle. Ne pas exprimer une émotion ne signifie pas forcément ne plus la ressentir. Certaines émotions mises à distance peuvent réapparaître indirectement. Pas toujours sous la forme d'une tristesse clairement identifiable. Elles peuvent prendre la forme d'une irritabilité inhabituelle, d'une impatience accrue, d'une difficulté à se concentrer, d'un sommeil moins paisible, d'un besoin constant de s'occuper, d'une envie de remplir chaque silence par de la musique, des écrans du travail ou d'autres activités. Le problème n'est pas l'activité en elle-même. Travailler, faire du sport, sortir ou entreprendre de nouveaux projets peut être parfaitement sain. La question est plutôt de savoir si ces activités permettent réellement de vivre sa vie ou si elles servent principalement à ne jamais avoir à s'arrêter suffisamment longtemps pour ressentir ce qui se passe intérieurement. Et lorsqu'un moment de calme finit malgré tout par apparaître, quelque chose peut émerger sous toute cette agitation. Le manque. Pas nécessairement un manque spectaculaire, pas forcément une envie immédiate de revenir. Parfois c'est beaucoup plus discret. Une présence qui manque dans les habitudes, une conversation qui ne se produit plus, un regard familier qui n'est plus là, une personne à qui raconter spontanément une bonne ou une mauvaise nouvelle. C'est souvent ainsi que l'absence devient concrète. Mais reconnaître ce manque peut être difficile. Alors le cerveau cherche des mots plus confortables. Ce n'est peut-être pas du manque, c'est simplement une période d'adaptation. Il faut seulement du temps. Il faut retrouver ses habitudes. Il faut se recentrer. Et la vie continue. Pendant ce temps, de l'autre côté du silence, quelque chose commence également à évoluer. Après 2 ou 3 semaines, la personne très empathique peut sortir progressivement du chaos émotionnel des premiers jours. La douleur
n'a pas nécessairement disparu. L'attente n'a pas complètement cessé. Les souvenirs peuvent encore revenir. Mais quelque chose s'est légèrement calmé. Ce n'est pas encore la paix. C'est plutôt une sorte d'immobilité intérieure après une longue période de tension. Et dans cet espace nouveau, quelque chose de profondément important peut commencer à se produire. La personne commence à s'entendre elle-même. Pendant longtemps, son attention avait peut-être été tournée vers l'autre. Que ressent-il? Pourquoi se comporte-t-il ainsi? Que signifie ce silence? Comment rétablir la connexion? Qu'aurait-il fallu faire différemment? Puis progressivement, ces questions perdent leur place centrale. Une autre voix apparaît, la sienne. Et cette voix commence à poser des questions très différentes. Qu'est-ce que cette relation m'a réellement apporté? Qu'est-ce qu'elle m'a coûté? Quel besoin ai-je ignoré pour préserver le lien? Qu'est-ce que je ressens lorsque je ne suis plus occupé à comprendre quelqu'un d'autre? C'est souvent à cet instant que le silence commence à changer de fonction. Au début, il ressemblait à une absence. Puis il devient un espace de réflexion. Et cet espace peut permettre à la personne empathique de découvrir une vérité essentielle. Comprendre profondément quelqu'un ne signifie pas nécessairement être responsable de son bien-être. L'empathie peut rester intacte sans continuer à courir après quelqu'un. L'amour peut exister sans exiger l'abandon de soi. Et la compassion peut être présente sans devenir une excuse pour accepter indéfiniment une relation qui fait souffrir. C'est là que le silence peut devenir réellement transformateur. Non pas parce qu'il provoque une réaction chez l'autre, mais parce qu'il permet enfin d'écouter ce qui pendant longtemps a été couvert par le bruit de la relation. Car lorsque pendant des mois ou des années, toute l'attention intérieure se concentre sur l'état émotionnel d'une autre personne, la voix intérieure finit par devenir presque inaudible. Les propres besoins passent au second plan. Il devient même difficile de distinguer ces émotions de celles que l'on absorbe auprès de son partenaire. À force de s'ajuster en permanence à l'autre, on peut finir par fonctionner comme un diapason qui vibre au rythme d'une fréquence extérieure, jusqu'à ne plus savoir reconnaître son propre rythme intérieur. Puis lorsque le signal s'interrompt, lorsque la personne au fonctionnement évitant n'est plus là pour être constamment observée et interprétée, un silence intérieur s'installe. Et dans ce silence, l'empathique peut enfin recommencer à entendre ses propres pensées. Ce retour à soi n'est pas toujours confortable. Avec davantage d'honnêteté intérieure, certaines personnes très empathiques découvrent que ce qu'elles appelaient autrefois l'amour contenait peut-être aussi autre chose, un besoin intense de se sentir indispensable, une peur profonde du vide intérieur ou encore une tendance à chercher leur valeur personnelle dans la capacité à atteindre quelqu'un qui demeurait émotionnellement difficile à rejoindre. La psychologie de l'attachement permet ici de comprendre un mécanisme essentiel, aimer quelqu'un et chercher constamment à obtenir sa disponibilité émotionnelle ne sont pas nécessairement la même chose. Des questions difficiles peuvent alors apparaître. Pourquoi être resté alors que cette relation apportait régulièrement de la souffrance? Pourquoi avoir interprété la distance de l'autre comme une invitation à faire davantage d'efforts plutôt que comme le signe possible d'une incompatibilité émotionnelle? Pourquoi l'estime de soi est-elle devenue aussi dépendante de la capacité à être enfin reconnu, choisi ou rejoint par cette personne? Ces questions peuvent être inconfortables, mais elles ouvrent une porte essentielle, celle de la compréhension de soi. Et lorsqu'elles commencent à apparaître relativement tôt après une rupture,
ou une période de distance, cela peut indiquer qu'un changement intérieur est déjà en train de s'amorcer. Non pas parce que toutes les réponses sont déjà présentes, mais parce que l'attention commence enfin à revenir vers soi. Pendant que ce travail intérieur se poursuit, la personne au fonctionnement évitant peut de son côté traverser une phase psychologique différente. Après plusieurs semaines, il peut arriver que les mécanismes de défense deviennent moins efficaces pour contenir certaines émotions mises à distance. Un phénomène bien connu dans les relations marquées par l'alternance entre proximité et retrait peut alors apparaître l'idéalisation du passé. La mémoire humaine fonctionne davantage comme une reconstruction que comme un enregistrement fidèle. Lorsque l'émotion est forte, certains souvenirs peuvent être sélectionnés, réorganisés ou interprétés différemment. Les moments agréables prennent davantage de place, tandis que les tensions et les difficultés peuvent momentanément sembler moins importantes. Il ne s'agit pas nécessairement d'un défaut de caractère. C'est une caractéristique générale du fonctionnement de la mémoire et de la manière dont l'esprit tente de donner du sens aux expériences émotionnelles. Ainsi, la personne évitante peut commencer à se souvenir de la relation d'une manière différente. Elle ne repense plus seulement à la proximité comme à quelque chose de pesant ou d'envahissant. Son esprit peut revenir aux premières semaines, lorsque la relation était encore nouvelle, lorsque la proximité semblait plus facile à gérer, et que l'attention de l'autre était vécue comme rassurante plutôt que comme une pression. Le fait d'être compris pouvait alors sembler précieux. Le sentiment d'être profondément perçu pouvait être vécu comme une forme de sécurité avant de devenir plus tard une source de vulnérabilité. Avec le temps, le souvenir peut donc se transformer en une sorte de sélection des meilleurs moments, une version partielle de la relation souvent plus lumineuse que l'expérience réelle dans son ensemble. Et cette reconstruction peut faire naître un manque particulièrement intense. C'est précisément à ce moment qu'une dynamique importante peut apparaître dans une période de silence après la rupture. L'idéalisation du passé combinée à l'inconfort provoqué par l'absence et au besoin de soulager rapidement cette tension émotionnelle peut créer une forte envie de reprendre contact. C'est l'un des paradoxes les plus intéressants des dynamiques d'attachement, évitant une personne qui avait régulièrement pris ses distances lorsque la relation devenait trop intense, peut soudain ressentir le besoin de se rapprocher lorsque la distance devient, elle aussi, émotionnellement inconfortable. Mais il est essentiel de ne pas confondre ce retour avec une transformation profonde. Reprendre contact ne signifie pas automatiquement que les mécanismes relationnels ont changé. Cela ne prouve pas non plus qu'un véritable travail d'introspection a été accompli. Parfois, la distance devient simplement plus difficile à supporter que la proximité. C'est pourquoi lorsqu'un ancien partenaire reprend contact, le véritable enjeu n'est pas nécessairement de se demander « est-ce qu'il ou elle me regrette ?» Une question plus constructive serait « oui, qu'est-ce qui a réellement changé depuis la séparation ?» Un message peut être très simple. « Bonjour, je voulais simplement prendre de tes nouvelles. » Ou encore « j'ai vu quelque chose qui m'a fait penser à toi. » Parfois, il n'y a même que quelques mots « comment vas-tu ?» Ces messages peuvent sembler anodins. Pourtant, leur signification ne peut pas être déterminée par leur seule existence. Ce qui compte davantage, c'est ce qui vient après la cohérence. La capacité à communiquer clairement, la responsabilité émotionnelle, le respect, des limites, et surtout la capacité à construire une relation différente de celle qui existait auparavant.
car un retour n'est pas nécessairement une preuve de changement. Le véritable changement se reconnaît davantage dans la constance des comportements que dans l'intensité d'un moment de nostalgie. Lorsque ce message apparaît sur le téléphone de la personne empathique, après plusieurs semaines de silence, quelque chose peut soudainement vaciller. Les repères qu'elle avait patiemment reconstruits pendant sa période de recul peuvent être fragilisés en quelques secondes. Ce message ressemble précisément à ce qu'elle attendait peut-être encore, sans vouloir se l'avouer. Elle peut y voir une confirmation, la preuve que son intuition était juste, que sa patience avait un sens, que tous les efforts consentis pour préserver cette relation n'étaient finalement pas inutiles. Elle peut même avoir l'impression que l'autre a enfin fait ce qu'elle espérait depuis longtemps, la choisir véritablement. Et pourtant, c'est souvent à cet instant que la prudence devient essentielle. Car reprendre contact ne signifie pas nécessairement que les mécanismes relationnels ont changé. La personne au fonctionnement évitant peut simplement avoir atteint un niveau d'inconfort suffisamment important pour rechercher à nouveau la proximité qui lui procurait auparavant du réconfort. Et lorsque le contact est rétabli et que cette tension émotionnelle diminue, les anciennes habitudes peuvent rapidement refaire surface. La personne empathique peut retrouver l'espoir et recommencer à investir énormément dans la relation. L'autre peut ressentir de nouveau la pression associée à la proximité émotionnelle et recommencer à prendre ses distances. Le même scénario risque alors de se répéter, à moins qu'une transformation intérieure réelle ait eu lieu pendant cette période de distance. Et cette nuance est fondamentale. Un changement durable ne consiste pas simplement à attendre le retour de l'autre. Il consiste à utiliser cette période pour comprendre ce qui en soi participait à la dynamique relationnelle. Pour la personne empathique, le véritable travail intérieur peut commencer par une question difficile. Pourquoi une relation caractérisée par l'incertitude, l'alternance entre proximité et distance ou le besoin constant de gagner l'affection de l'autre avait-elle autant de pouvoir émotionnel? Ce type d'attirance n'apparaît pas toujours par hasard. Pour certaines personnes, une relation faite d'approche et de retrait peut réveiller des schémas affectifs plus anciens. Lorsqu'une personne a connu durant son développement une affection imprévisible ou une disponibilité émotionnelle fluctuante de la part d'un adulte important, l'incertitude peut parfois devenir étrangement familière. L'attention reçue puis retirée peut alors créer une dynamique particulièrement intense. Lorsque la proximité revient, le soulagement est immense. Lorsqu'elle disparaît, l'envie de la retrouver devient encore plus forte. La psychologie de l'attachement permet de comprendre pourquoi ce mécanisme peut être aussi puissant. La personne peut finir par croire souvent, sans en avoir pleinement conscience, que si elle réussit enfin à obtenir une affection stable de quelqu'un qui reste difficile à atteindre, une ancienne blessure intérieure sera réparée. Mais une relation extérieure ne peut pas à elle seule accomplir ce travail. C'est là que réside une vérité à la fois difficile et libératrice. La reconstruction de l'estime de soi commence lorsque la personne cesse de confier entièrement sa valeur au regard ou à la disponibilité émotionnelle de quelqu'un d'autre. Cela implique d'apprendre à reconnaître ses propres besoins, à identifier ses émotions sans attendre immédiatement la réaction d'un partenaire pour savoir ce qu'elle signifie, à pouvoir dire « cette situation me fait souffrir », même lorsque l'autre ne valide pas cette souffrance, à comprendre que sa valeur personnelle ne dépend pas du fait
d'être désiré, choisi, poursuivi ou retenu. C'est un travail profond. Il est souvent discret, progressif et loin des grandes déclarations romantiques. Mais c'est précisément ce travail intérieur qui peut transformer durablement la manière d'aimer et de se laisser aimer. Pour la personne au fonctionnement évitant, le travail intérieur prend une autre direction. Il consiste à faire quelque chose qui peut être particulièrement difficile, rester suffisamment longtemps avec l'inconfort pour comprendre ce qu'il cherche à protéger. Au lieu de considérer automatiquement la distance comme la meilleure solution, il devient nécessaire d'examiner ce qui se trouve derrière cette envie de se retirer. Qu'est-ce que la proximité émotionnelle réveille réellement? La peur d'être abandonné, la peur de perdre son autonomie, la crainte d'être envahi par les besoins de l'autre, la difficulté à dépendre émotionnellement de quelqu'un, ou simplement la peur de découvrir que l'on a besoin d'une personne qui pourrait un jour ne plus être là. Ces questions ne concernent pas uniquement la relation actuelle. Elles peuvent conduire à observer des schémas plus anciens, les expériences de l'enfance, les modèles relationnels, appris les moments où l'indépendance a semblé plus sûre que la vulnérabilité, ou encore les situations dans lesquelles montrer ses émotions paraissait trop risqué. L'objectif n'est pas de se condamner, ni de chercher un coupable. Il s'agit de comprendre. Car une personne qui comprend ce qui déclenche son besoin de distance dispose déjà d'une possibilité nouvelle, choisir une réponse différente au lieu de répéter automatiquement l'ancien mécanisme. Et c'est ici que la période de silence prend tout son sens. Elle ne devrait pas être utilisée comme une stratégie pour provoquer le manque ou obtenir une réaction de l'autre. Elle peut devenir un espace de clarification, un espace où chacun peut observer ses propres besoins, reconnaître ses schémas émotionnels et déterminer ce qu'il souhaite réellement construire. Car le véritable changement ne se mesure pas au nombre de jours sans message ni à l'intensité du désir de retrouver quelqu'un. Il se mesure à la capacité de revenir dans une relation avec davantage de conscience de limites, de responsabilité et de stabilité émotionnelle. Sans cette évolution intérieure, le retour peut simplement ramener les deux personnes au même endroit. Avec elle, une nouvelle manière d'entrer en relation devient possible. Ces questions sont profondément inconfortables pour une personne dont les mécanismes de protection reposent depuis longtemps sur l'évitement des émotions. Elles peuvent même sembler presque insupportables. Pourtant, sans cette remise en question, le même schéma risque de se répéter dans de nombreuses relations. L'attirance, la proximité, le sentiment d'être submergé, la prise de distance, le retour, puis un nouveau retrait. Le problème n'est alors pas nécessairement l'absence de sentiments. C'est l'incapacité à comprendre ce qui se passe intérieurement lorsque les sentiments deviennent trop intenses. Lorsque rien ne change. Observons maintenant ce qui peut se produire sur une période plus longue, lorsque ni l'un ni l'autre n'utilise cette période de distance pour effectuer un véritable travail intérieur. C'est malheureusement une possibilité fréquente. Après plusieurs semaines, l'ancien partenaire peut reprendre contact. La personne empathique répond. Une phase de rapprochement commence alors souvent, chargée d'espoir et d'émotion. La connexion semble revenir. Les deux personnes peuvent ressentir cette énergie familière, cette impression de retrouver quelque chose qui avait été perdu. Le soulagement peut être immense. Mais quelques semaines, parfois même quelques jours plus tard, les anciennes difficultés peuvent réapparaître. Pourquoi? Parce qu'aucune transformation profonde n'a réellement eu lieu.
La personne empathique recommence à se demander quelle place elle occupe dans la vie de l'autre. L'incertitude réveille l'anxiété. Elle cherche davantage de signes, davantage de réassurance, davantage de proximité. De l'autre côté, la personne au fonctionnement évitant peut recommencer à ressentir la pression associée à une intimité émotionnelle plus importante. L'une investit davantage, l'autre prend de la distance. Puis la première intensifie encore ses efforts, tandis que la seconde se protège davantage par le retrait. Le cycle recommence. Et lorsqu'il n'est jamais remis en question, ce type de dynamique peut durer très longtemps. Lorsqu'une seule personne commence réellement à changer, mais une autre possibilité existe. Il suffit parfois qu'une seule personne entreprenne un véritable travail intérieur pour modifier profondément la dynamique. Si la personne empathique commence réellement à comprendre ses propres blessures, à reconnaître ses besoins et à ne plus confier entièrement son estime personnelle à la réaction de son partenaire, quelque chose peut changer dès la reprise du contact. Elle ne poursuit plus l'autre avec la même urgence, non pas parce qu'elle applique une technique destinée à provoquer le manque, non pas parce qu'elle cherche à manipuler la relation, mais parce qu'elle n'éprouve plus la même compulsion intérieure à obtenir immédiatement une preuve d'amour. Elle a commencé à construire un point d'ancrage en elle-même. Elle peut alors apprécier la présence de l'autre sans avoir besoin de cette présence pour se sentir entière. Cette évolution peut être déstabilisante pour une personne habituée à une dynamique où l'autre cherchait constamment à rétablir la proximité. Tant que la personne empathique poursuivait l'autre, pouvait gérer la distance en se retirant. Le retrait apportait alors un sentiment de contrôle et réduisait temporairement l'intensité émotionnelle. Mais lorsque la poursuite disparaît, une situation nouvelle apparaît, l'incertitude devient réelle. Et cette incertitude peut obliger la personne évitante à regarder ce qu'elle cherchait auparavant à fuir. Deux chemins peuvent alors se dessiner. Elle peut choisir de repartir définitivement et reproduire ailleurs le même fonctionnement relationnel. Ou bien cette confrontation avec elle-même peut devenir le début d'une véritable évolution, lorsque le travail intérieur a réellement commencé. Une personne qui a profité de cette période pour observer ses émotions, comprendre ses réactions et identifier ce qu'elle cherchait constamment à éviter peut revenir à la conversation avec une attitude différente. Pas parfaitement transformée, pas soudainement guérie, mais suffisamment différente pour que cela puisse se ressentir dans la manière de communiquer. Les défenses peuvent être moins rigides. La personne peut commencer à reconnaître ce que ces mécanismes lui ont réellement coûté, des occasions de créer une intimité authentique, des relations qui auraient pu devenir plus profondes et une partie de sa propre vie émotionnelle longtemps tenue à distance. Elle peut également commencer à accepter une vérité simple, mais parfois difficile. Le besoin de connexion n'est pas une faiblesse. Le désir d'être proche de quelqu'un, d'être compris, soutenu et aimé, constitue une dimension profondément humaine. Ce qui compte, c'est la manière dont ce besoin est vécu et exprimé. De son côté, la personne empathique qui a réellement travaillé sur elle-même peut revenir avec des limites plus claires. Et une limite saine n'est pas une arme. Elle n'est pas destinée à punir, contrôler ou provoquer une réaction. Elle exprime simplement ce qui est nécessaire pour qu'une relation puisse rester respectueuse, équilibrée et émotionnellement sécurisante. Dans certaines situations, ces deux personnes peuvent alors découvrir qu'une nouvelle relation est possible. Mais il ne s'agit pas de reprendre exactement
là où l'ancienne relation s'était arrêtée. Il faudrait construire quelque chose de différent. Une communication plus directe, des attentes plus réalistes, des limites respectées, davantage de responsabilité émotionnelle et surtout la capacité de reconnaître les anciens mécanismes avant qu'ils ne reprennent le contrôle de la relation. La véritable issue. Mais il existe une conclusion encore plus importante. Lorsque la période de distance est prise au sérieux et devient réellement un temps de compréhension de soi, son résultat le plus précieux n'est pas toujours une réconciliation. Parfois, c'est une forme de passage à une nouvelle étape de maturité émotionnelle. Les deux personnes peuvent en sortir avec une compréhension plus claire de leurs besoins, de leurs limites et de leur manière d'aimer. Elles peuvent découvrir ce qu'elles ne veulent plus accepter, ce qu'elles doivent apprendre à exprimer, et surtout ce qu'elles recherchent réellement dans une relation. Dans ce sens, prendre de la distance ne sert pas uniquement à savoir si quelqu'un reviendra. Cela peut surtout permettre de découvrir qui l'on devient lorsque l'on cesse de courir après une réponse extérieure. Et parfois cette découverte vaut bien davantage qu'une réunion. Parce qu'aimer avec maturité ne signifie pas simplement réussir à conserver quelqu'un. Cela signifie aussi être capable de rester fidèle à soi-même tout en construisant une relation dans laquelle les deux personnes peuvent exister avec davantage de liberté de respect et de sécurité émotionnelle. La personne empathique cesse progressivement de rechercher sa valeur auprès de personnes émotionnellement indisponibles. Elle commence à se tourner vers des relations dans lesquelles l'autre est réellement capable de la rencontrer sur le plan émotionnel avec présence, réciprocité et constance. Au début, cette forme de relation peut sembler moins intense. Lorsqu'une personne a été habituée aux liens marqués par l'incertitude, la distance ou l'alternance entre rapprochement et retrait, une connexion simple et stable peut même paraître étrangement calme. Pourtant, avec le temps, cette tranquillité révèle quelque chose de précieux, une forme de paix, de sécurité émotionnelle et de véritable partenariat qu'elle ne pensait peut-être pas pouvoir vivre. De son côté, la personne au fonctionnement évitant, lorsqu'elle entreprend réellement ce travail intérieur, peut progressivement cesser de considérer l'intimité comme une menace. Elle découvre que la vulnérabilité ne signifie pas perdre son identité. Qu'accueillir quelqu'un dans son univers intérieur ne signifie pas renoncer à son autonomie. Et cette compréhension peut ouvrir des portes émotionnelles restées fermées depuis très longtemps. La blessure qui se trouve sous la dynamique, mais il reste une question que l'on aborde rarement. Car derrière la poursuite, le retrait, les retrouvailles, l'idéalisation et les périodes de silence, il peut exister une difficulté plus profonde. Les personnes dites empathiques et celles qui présentent davantage de stratégies d'attachement évitantes peuvent parfois exprimer leur insécurité de manière opposée, tout en partageant une interrogation fondamentale. Suis-je réellement digne d'être aimé tel que je suis ? La personne empathique peut parfois fonctionner selon une croyance implicite. Pour être aimé, je dois donner, aider, comprendre et être indispensable. Je dois mériter ma place dans le cœur de l'autre. La personne au fonctionnement évitant peut quant à elle porter une autre croyance. Je suis plus en sécurité lorsque je garde une certaine distance. Si quelqu'un me connaît vraiment, il risque de découvrir mes failles et de finir par partir. Il vaut donc mieux prendre mes distances avant d'être blessé. Les comportements sont différents. La direction prise est opposée. Mais dans certains cas, la racine
peut se rejoindre une difficulté à croire que l'on peut être accepté sans devoir constamment prouver sa valeur ou se protéger de la proximité. Le véritable sens de la distance. Dans sa forme la plus constructive, une période sans contact n'est donc pas une technique destinée à faire revenir quelqu'un. Ce n'est pas une manière de provoquer le manque. Ce n'est pas un moyen de tester l'amour de l'autre ou de prendre l'ascendant dans une relation. C'est avant tout une interruption qui peut permettre de retrouver suffisamment de calme pour entendre ce qui se passe réellement en soi. Le véritable travail ne se trouve pas dans l'attente d'un message. Il ne se trouve pas dans l'espoir que l'autre change. Il ne se trouve pas non plus dans l'analyse permanente d'une éventuelle réponse. Il commence dans le silence, dans cet espace parfois inconfortable où l'on peut enfin se demander « Qui suis-je ?» lorsque je ne suis plus constamment occupé à gérer la douleur, les réactions ou les attentes d'une autre personne. Une réponse sincère à cette question peut transformer énormément de choses. Elle influence les relations que l'on choisit, les personnes auxquelles on ouvre réellement sa vie, ce que l'on accepte, mais aussi ce que l'on apprend enfin à refuser avec fermeté et sans culpabilité. Le chemin de la personne empathique. Au terme de ce chemin, la personne empathique ne devient pas froide. Elle ne perd pas sa sensibilité. Elle continue à ressentir profondément et à s'intéresser au monde intérieur des autres. Mais elle apprend quelque chose d'essentiel. Son propre équilibre émotionnel n'est plus négociable. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est une forme de durabilité émotionnelle. Elle peut continuer à aimer généreusement, mais sans transformer l'amour en tentative permanente de gagner sa place auprès de quelqu'un. Elle donne parce qu'elle le souhaite, et non parce qu'elle espère enfin être suffisamment aimée en retour. Le chemin de la personne évitante. Pour la personne au fonctionnement évitant l'évolution, peut être différente. Elle peut continuer à apprécier son indépendance. Elle peut avoir besoin de solitude, d'espace personnel et de temps pour se retrouver. Et ces besoins sont parfaitement légitimes. La différence essentielle réside dans la manière de les communiquer. L'espace personnel ne devient plus une punition, une menace ou un mur émotionnel. La personne peut simplement dire « J'ai besoin d'un peu de temps pour moi. Je reviendrai vers toi lorsque je serai disponible pour reprendre la conversation. » Et surtout, elle apprend à tenir parole. Elle ne demande plus à l'autre de courir derrière elle pour rétablir la connexion. Elle peut prendre de la distance sans abandonner la relation. Ce qui vient réellement après, lorsque deux personnes entreprennent sincèrement ce travail intérieur, la suite n'est pas nécessairement spectaculaire. Il n'y a pas toujours de grandes déclarations, pas forcément de retour soudain, pas de conclusion parfaite. Il peut simplement y avoir un processus lent, parfois difficile, mais profondément libérateur, celui qui consiste à revenir vers soi. C'est peut-être l'une des leçons les plus importantes d'une période de distance. Elle ne sert pas uniquement à découvrir si quelqu'un reviendra. Elle permet surtout de comprendre ce que l'on veut désormais construire, ce que l'on ne souhaite plus reproduire, et la manière dont on veut être aimé. La relation passée peut devenir une expérience d'apprentissage. Le silence peut devenir un espace de compréhension. Et ce que l'on choisit de faire de cette compréhension influence profondément les relations qui suivront. Car la véritable évolution n'est pas de devenir indifférent. C'est de pouvoir aimer sans s'abandonner soi-même. C'est pouvoir être proche sans se perdre. C'est pouvoir prendre de la distance sans punir. Et surtout, c'est comprendre que la valeur personnelle ne dépend ni de la disponibilité d'un partenaire, ni de sa peur de perdre quelqu'un, ni de sa capacité à revenir. Elle existe avant la relation. Elle existe pendant la relation. Et elle demeure
après la relation. Si certains passages vous ont parlé aujourd'hui, peut-être vous êtes-vous reconnu dans la personne qui cherche constamment à rétablir le lien, dans celle qui prend ses distances lorsque l'intimité devient trop intense, ou peut-être dans les deux. Après tout, les êtres humains sont rarement entièrement définis par une seule catégorie psychologique. Le plus intéressant n'est donc pas de savoir dans quelle case entrer. C'est de comprendre ses propres mécanismes, de reconnaître ce qui demande à évoluer et de construire progressivement des relations dans lesquelles l'amour peut être vécu avec davantage de réciprocité, de liberté et de sécurité émotionnelle. Car au bout du chemin, le véritable objectif n'est pas simplement de retrouver quelqu'un, c'est de se retrouver soi-même.